Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 16 juillet 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on va commencer par faire un petit état du marché. On a Bitcoin, tout va bien dans le meilleur des mondes, 120 000 $, ça fait plaisir. J'ai vu le graphique d'ailleurs de BTC sur Hyperliquid, je l'ai mis en mois, donc une bougie sur le graphique c'est égal à un mois, et pas grand chose de plus à dire à part que c'est quand même plutôt bullish comme graphique, ça donne un petit peu envie. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire en parlant de spéculation? Je voulais revenir vite fait sur la Bitcoin dominance qui qui a fait 3 semaines d'affilée dans le rouge et là qui en commence une 4e. Alors on a vu plus baissier que ça, on va dire, au niveau de la Bitcoin dominance, hein. C'est des toutes petites bougies rouges qui ont été faites ces dernières semaines, mais quand même, Bitcoin redescend un petit peu au niveau de sa Bitcoin dominance. Après, il avait atteint 66% quasiment il y a au mois de juin, donc 2/3 du marché crypto, c'est pas mal. Sachant que on a les stablecoins qui sont de plus en plus gros, c'est quand même fou de voir l'évolution de la Bitcoin dominance sur ce cycle. Je m'attendais pas à ce que ça augmente autant sur cette année, même les 2 dernières années, hein, 2024 aussi c'était pas mal, et même 2023 en fait. La Bitcoin dominance, elle ne fait que monter, je viens de vérifier là sur le graphique, depuis le crash FTX. Ironiquement. Il n'y a pas si longtemps, la Bitcoin dominance, elle avait chuté de 5-6% en quelques semaines, et j'étais à fond en train de me dire, oh mince, il y a l'alt-season qui commence et tout. Alors j'étais pas exposé aux altcoins, donc on va dire que j'étais mal placé pour en parler. Pour le coup, je suis content d'avoir eu tort, je suis content d'avoir dit des bêtises à ce moment-là. Est-ce que cette fois-ci on part dans une vraie alt-season ou quoi que ce soit? Je suis un peu partagé. D'un côté, je suis pas exposé aux alt, donc à vrai dire, je m'en fous un petit peu, hein, si ça arrive, ce cycle-là, je passe complètement à côté des alts, à côté des narratives. Je me sens pas dans mon élément comme en 2021. En tout cas, un truc que je trouve curieux, c'est, par exemple, je vais prendre le Chantal Index. Voilà, le Chantal Index, c'est 10 tokens que Chantal Lang avait mis en avant en disant que ça ferait un x10 dans l'année 2025. C'est vraiment ses propos, hein, pour le coup, je déforme pas. Et j'ai créé un portefeuille factice sur CoinGecko pour traquer ça. Et c'est pas pour lui tirer dessus ou quoi que ce soit, et en plus je peux pas lui tirer dessus, ça fait plus 68% actuellement depuis que je traque le portefeuille, donc c'est une bonne perf. Et en plus dans certains des tokens, il y en a qu'on peut mettre sur la DeFi et générer des rendements avec, donc force est de constater que c'est plutôt sympathique. Ce que je veux amener avec cet indicateur, c'est qu'il y a pas si longtemps, cet indicateur, il était passé de 10 000 à 18 000 $, donc plus 80%, et là actuellement il est autour de 16 800 $, donc il est pas sur son ATH, alors que Bitcoin, si on le compare sur la même période de temps, actuellement il est sur son ATH, et il y a 2-3 mois, il était pas à 120 000 $ en tout cas. Ces derniers mois, même ces dernières années, il y a quelques rares moments de performance des alts, c'est pas comme en 2021 ou comme en 2018-17 pour ceux qui étaient là avant, même avant moi, hein, pour le coup, moi je suis arrivé en 2020, mais en 2021, on le voit en fait directement sur la Bitcoin dominance, on voit à quel point elle a chuté, elle est passée de 72 à 40% en quelques mois. C'est quand même assez brutal, donc il y a eu un gros intérêt, on va dire, du grand public pour les altcoins pendant un moment en 2021, et depuis 2023 on a quelques petites bulles par-ci par-là, et c'est pas pareil, c'est pas comme avant, on va dire. Donc j'ai toujours autant de mal avec les altcoins. C'est tentant d'y croire en ce moment parce qu'on voit aussi Ether qui se réapprécie, mais comme je le dis souvent, il était à 4000 en début d'année, on a Hyperliquid, mais honnêtement, à part Hyperliquid et peut-être une ou deux autres exceptions, qu'est-ce qu'on a qui performe beaucoup ces temps-ci? Il y a pas grand-chose, je trouve, alors que les précédents cycles, littéralement tout performait. Alors là, la plupart des tokens sont pas non plus anémiques, mais c'est pas non plus hyper incroyable. Je vois Sui juste en dessous en top 15 qui est bien remonté, il est à 4 $ actuellement. Il y a pas si longtemps il valait 2 fois moins que ça, mais il y a pas si longtemps il valait 5 $ aussi, donc on a Bitcoin qui nous tape ATH sur ATH, les alts c'est un peu plus partagé, à part Hyperliquid en ce moment qui déteint un petit peu. Là le marché, j'ai pas trop envie de me friter avec lui, j'ai pas trop envie de me risquer, je reste exposé sur mes valeurs sûres, on va dire, hein, Bitcoin, stablecoin, un petit peu d'Ethereum, et voilà, ça me convient très bien pour le moment. On enchaîne avec CryptoGoku qui nous partage que on a certains comptes qui se sont mis à afficher des icônes Pudgy Penguins, enfin des images de profil plutôt. Donc on a eu Coinbase, on a eu Binance
EQS, on a eu MoonPay, Polkadot, BitMEX, OKX, j'en ai vu d'autres encore passer. Je sais pas exactement pourquoi, j'ai eu vent qu'il y avait des spéculations par rapport à un ETF sur le même coin Pengu, donc lié au NFT, lié au Pudgy Penguins, mais ça m'étonnerait qu'un produit comme ça passe, ou alors éventuellement s'il y a un panier, un ETF qui regroupe plusieurs tokens, pourquoi pas avoir du Pengu dedans, même si c'est quelque chose de très récent, c'est un token sur Solana, mais ça sent quand même, ça pue un peu le pump and dump, on va pas se mentir, surtout que le token il s'est fait défoncer, hein. Il s'est pris un moins 90% depuis qu'il avait été lancé, les volumes étaient complètement anémiques. On le voit, c'est léger, hein, sur CoinGecko, c'est du gris sur du gris, mais si vous avez l'œil, vous voyez que les volumes, ils sont quasi inexistants en fait, au milieu du graphique. Il y a eu un peu de volume au lancement, parce qu'il y avait un petit peu de spéculation autour de tout ça. Il y a du volume actuellement parce que depuis qu'il y a des comptes qui l'ont mis en photo de profil ou quoi que ce soit, il y a de la hype. En tout cas, je le sens moyen, je spéculerai pas particulièrement sur Pengu, ou en tout cas clairement pas à la hausse. On enchaîne avec Grayscale qui dépose un projet de déclaration d'enregistrement S1 pour une introduction en bourse auprès de la SEC. Voilà, donc la fin de la phrase résume bien ce que ça veut dire. Grayscale qui envisagerait de rentrer en bourse. Si je dis pas de bêtises, Grayscale c'est dans leur nom, hein, c'est juste une boîte d'investissement et ils sont connus pour avoir des produits autour d'Ethereum, de Bitcoin. Ils ont aussi des ETF, pas que Ethereum et Bitcoin, hein, ils ont des ETF autour d'Ether et BTC, j'ai fait la confusion, mais ils ont des fonds sur plein d'autres secteurs et ils ont même des paniers, etc. Et d'ailleurs, j'ai vu une autre news par rapport à ça, c'est autour de Sui. Pendant que tout le monde regarde vers Ethereum et Solana, Grayscale place 8,5% de son smart contract fund sur Sui en faisant sa 4e plus grosse position et lance même une fiducie dédiée à Sui. Le côté tech ou quoi que ce soit de Sui, je m'en fiche un petit peu. Moi, les points que je retiens de Sui, c'est qu'il y a de la communauté, c'est relativement vivant comme écosystème, donc c'est pas étonnant de voir des investisseurs s'ouvrir un petit peu plus à cet écosystème. On enchaîne avec les news Bitcoin maximaliste, évidemment, comme d'habitude on y a le droit en ce moment. On a Strategy qui vient d'acheter 4225 Bitcoins supplémentaires, un classique. Non, ça je devais le mettre un petit peu après, je me suis gouré dans l'ordre des news. Séquence qui a acheté 683 bitcoins supplémentaires pour environ 79 millions de dollars. La société détient désormais 1053 BTC. On a Metaplanet qui achète 797 nouveaux bitcoins, The Blockchain Group qui lève 6 millions d'euros pour poursuivre sa stratégie de trésorerie bitcoin, et d'ailleurs sur les 6 millions, il y en a 5 qui ont été levés, qui ont été souscrits de la part d'Adam Back. Il est quand même assez connu dans le milieu. On a Vanguard, ça c'est assez ironique comme news, Vanguard qui devient le premier actionnaire de Strategy, et pas que d'ailleurs, ils sont aussi exposés à d'autres actions liées à BTC. Ce qui est ironique en fait, c'est que Vanguard, ils sont un peu contre ce genre d'investissement, sauf que comme c'est un gestionnaire d'actifs et qu'ils vont investir dans des ETF sur certaines classes d'actifs, etc., ils ont des actions stratégie, et c'est ça qui est assez rigolo. Ils sont un peu pas nécessairement contre Bitcoin, mais en tout cas ils sont pas du genre à prendre des positions dessus, mais indirectement ils sont quand même exposés. Avouez que c'est quand même cocasse. On a une petite mise à jour sur la fameuse whale des 80 000 BTC, là tout le monde s'est extasié, tout le monde a fait sa petite vidéo enquête sur le sujet. Oh, j'ai vu que Asher en avait fait une, tout le monde a fait sa petite vidéo enquête. Oh là là, je l'ai pas fait. J'ai pas surfé sur le sujet. Dommage, ça aurait fait des clics faciles. Mais voilà, 80 000 BTC, sur les 80 000 BTC, il y en a 40 009 qui ont été envoyés à Galaxy Digital, probablement pour être vendus. On n'a pas le fin mot de l'histoire pour le moment, mais ça paraît être quand même l'issue la plus logique, et Galaxy Digital a déjà déposé 6000 BTC qui ont été reçus de la part de cette baleine sur Binance et Bybit. Donc il y a quand même de grandes chances que ce soit pour les vendre. Après, rien n'est sûr. Je connais pas la baleine, je suis pas chez Galaxy Digital, donc j'ai pas les infos. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de tout ça, sur le fait que si ça se trouve, c'est des vieux bitcoins qui ont été hackés, est-ce qu'il y aurait pas un problème, des risques sur la blockchain bitcoin ou quoi que ce soit. J'ai pas trop d'avis sur la question, j'ai pas été trop inquiété quand j'ai vu la news sortir. Il y avait des threads aussi intéressants à lire sur le sujet, mais
Je sais pas. Moi, je pensais juste à un mineur qui était retombé sur de vieux disques durs et peut-être qu'il a galéré pour retrouver ces vieux disques durs justement et ça y est, il a enfin mis la main dessus, il est content et tant mieux pour lui, j'ai envie de vous dire. Ou pour eux, si ça se trouve, c'est plusieurs personnes qui sont derrière ça. On a ensuite les analyses de Bernstein qui s'attendent à un bull run crypto long et épuisant. Ah, je sais qu'on... Ah, est-ce que vous aimez ça, vous, quand c'est long et épuisant, qui s'étendrait du coup jusque 2026. Eh ben dis donc, c'est l'an prochain, hein, c'est très long, en effet. Ils maintiennent leur objectif de 200 000 $ par Bitcoin au début de 2026. En tout cas, ça se rapproche un petit peu quand même du scénario de Chantal qui nous dit qu'il y aura une grosse bulle fin 2025. Et d'ailleurs, voir Bitcoin à 120 000 $, voir un petit peu l'effervescence qui revient sur le marché, ça me fait dire... Est-ce que Chantal avait raison? Est-ce que Chantal avait raison? Est-ce que j'étais pas dans le déni depuis tout ce temps? Peut-être, probablement. Comme je vous l'ai dit en début de live, sur ce qui est les alts et compagnie, je passe complètement à côté sur ce cycle et c'est peut-être un tort, peut-être pas. Hein, chacun son portefeuille, chacun ses problèmes, comme j'aime à dire. Un dernier petit truc, alors c'est pas vraiment Bitcoin, mais c'est un peu lié. On a la banque nationale tchèque, donc de la République tchèque, qui mise sur Coinbase. Alors c'est pas du Bitcoin, mais Coinbase, voilà, c'est lié à Bitcoin, donc j'avais envie de le caler aussi dans les news BTC Maxi. La CNB révèle détenir plus de 51 000 actions, 51 000 actions coin, un investissement initial de 18 millions de $, désormais valorisé à plus de 20 millions de $. Un mouvement qui interpelle. Bon, je vais pas été lire l'article, juste ce qu'il y avait, pour résumer la news, m'intéressait. Ensuite, on a un petit post de Donald Trump qui nous dit « Bonne semaine pour la crypto, la Chambre va bientôt voter sur un projet de loi extraordinaire pour faire de l'Amérique le leader incontesté numéro 1 des actifs numériques. » Bon, ça reste une personnalité, hein, faut toujours en faire un max, c'est très américain. Personne ne fait mieux. Le Genius Act va placer notre grande nation à des années-lumière devant la Chine, l'Europe et tous les autres qui essayent sans relâche de rattraper leur retard. On a compris l'idée. Voilà, America number one, blablabla. Ce Genius Act, pour ceux qui n'ont pas suivi, si je me trompe pas, si je confonds pas, il me semble que c'est l'acte, comment on traduit ça en français, je sais plus, c'est le papier, c'est le paplard autour des stablecoins. Et ils ont tout intérêt à faire ça parce que aux États-Unis, il y a déjà des entités qui sont très compétentes dans le domaine. Autant on va dire, ouvrir un petit peu les portes et les rapprocher un petit peu de soi, genre, rappelez-vous les gars, on vous laisse faire vos bêtises, mais vous travaillez quand même pour nous, hein, c'est America number one, ok, on travaille main dans la main maintenant les gars, ok, vous avez compris, hein, Tether, Circle, First Digital, machin truc, ok, vous avez compris, voilà, merci. Il y a quelque chose aussi par rapport à la DeFi, c'est qu'il y a une hégémonie du dollar, c'est encore plus flagrant que dans le marché global, on va dire mondial, où il y a des échanges qui se font dans d'autres devises sur le globe. Alors il y a beaucoup d'échanges qui se font en dollars, ça reste encore aujourd'hui la monnaie qui est au cœur du plus d'échanges, mais sur les stablecoins, il y a quelques stablecoins euros, mais le dollar américain c'est 99% du volume sur les stablecoins, et à mon avis je suis gentil, c'est peut-être même plus de 99%, on n'est pas à 100% non plus, mais on n'est pas loin, donc ils ont déjà un énorme avantage, autant on va dire planter le dernier clou, hein, voilà, s'assurer un petit peu sa place de numéro 1 pour les prochaines années. Bon, j'ai pas grand chose à en penser de tout ça, j'utilise des stablecoins dollars sur la DeFi, donc je suis pas particulièrement embêté, à voir quand même comment ça va évoluer dans le domaine. On enchaîne avec les news un petit peu Ethereum, Solana et compagnie. Non, je crois qu'on a que de l'Ethereum. Ok, donc les news ETH maximaliste, il y en a quelques-unes aujourd'hui. On commence par BTCS, je sais pas du tout ce que c'est comme boîte. Attendez, il y a le nom, BTCS pour Blockchain Technology Consensus Solution. Ok, globalement, ils construisent des choses sur Ethereum de ce que je vois dans leur description, donc pas étonnant qu'ils investissent sur Ethereum, mais là ils ont pas fait quelque chose d'hyper commun. Ils ont acheté de l'Ether certes, mais ils ont aussi emprunté des USDT sur AAV pour acheter de l'ETH.
C'est quand même pas mal, c'est pas commun. Alors c'est 2 millions d'USDT qu'ils ont emprunté sur AAV, au total ils ont acheté pour 100 millions de dollars d'Ethereum, donc c'est une petite partie de ce qu'ils ont accumulé, mais quand même, je voulais le relever, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de news. On a Sharplink Gaming, j'en avais parlé dans le dernier DeFi Actu, peut-être même les 2 derniers DeFi Actu, ils deviennent la première entreprise détentrice d'ETH, dépassant la fondation Ethereum avec plus de 280 000 ETH. Après, si je dis pas de bêtises, l'objectif de la fondation Ethereum, c'est de, à terme, liquider tous les Ethers qu'ils ont. Donc bon, à terme, n'importe qui a le moindre weight dans son portefeuille dépassera Ethereum, enfin la fondation Ethereum, en théorie si je dis pas de bêtises. Ensuite, on enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour. J'ai vu que un hack ces derniers jours, et c'est déjà pas mal, hein. C'est toujours embêtant de voir des hacks, surtout que là c'est sur un protocole que j'aime particulièrement. C'est pas si grave, mais quand même ça fout un peu les boules. Alors, le protocole en question, c'est Arcadia Finance sur la blockchain Base. Il y a eu 3 millions de dollars et demi de dérobés. Arcadia Finance, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dessus. On peut prêter des liquidités un petit peu comme sur un AAV. Donc ça, c'est le côté safe d'Arcadia. Et on a un côté un peu plus dégène où on peut aller faire des stratégies de prêt et d'emprunt, des boucles sur des pools de stablecoin. On peut faire des stratégies en delta neutre aussi en empruntant des stablecoins ou en empruntant de l'Ether. Enfin, c'est plein de stratégies à base de boucles sur la DeFi qu'on peut faire sur Arcadia Finance. Et en fait, le hacker, de ce que j'ai compris, il a pu cibler ces boucles en question, mais il a pas... en fait, quand vous utilisez Arcadia Finance, vous allez créer ce qu'ils appellent des accounts, des comptes en bon français, et c'est pas... toutes les positions qui sont ouvertes, en fait, elles sont toutes... isolées les unes des autres, si vous voulez. Donc le hacker, il peut pas hacker tout le monde en même temps avec le design du protocole, et de ce que j'ai compris, en fait il s'est juste attaqué aux plus grosses positions qui étaient ouvertes et qui étaient vulnérables sur Arcadia Finance, parce que de ce que j'ai compris, il y a certains composants du protocole qui étaient plus datés que d'autres, et si on faisait certains types de stratégies, on était à risque. Si on faisait si on déposait bêtement des USDC en lending par exemple, c'est ce que je faisais sur le portefeuille de la chaîne YouTube, ça c'était pas à risque, mais bon, dans le doute j'ai préféré retirer mes liquidités. Il n'y a pas eu plus de fonds dérobés depuis. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je croise quand même les doigts pour eux parce que, je vous l'ai dit, j'aime bien le protocole, mais pour le coup, je vais pas redéposer tout de suite sur le protocole. Peut-être que je leur laisserai une seconde chance, mais pas pour l'instant. J'ai retiré mes liquidités et j'ai prévu d'aller les poser ailleurs pour le moment. En tout cas, ça me fait un peu chier parce que c'est un protocole que j'apprécie, mais c'est le jeu sur la DeFi malheureusement. Il y avait des stratégies sympathiques à faire sur Arcadia Finance, mais c'est comme partout, quand les rendements sont plus élevés, faut accepter qu'il y a plus de risques. En tout cas, à part si vous êtes une baleine qui avait déposé de grosses sommes sur Arcadia Finance, si je dis pas de bêtises, normalement, vous n'avez pas perdu d'argent du côté d'Arcadia Finance. Il me semble que le hacker a eu le temps de cibler uniquement les grosses positions. Ensuite, on enchaîne avec les levées de fonds. Il y en a pas eu beaucoup ces derniers jours, même ces dernières semaines. On est dans la période estivale et en général, les investisseurs sont moins de sorties. J'ai été étonné parce qu'en juin, il y a eu beaucoup de levées, beaucoup de fonds injectés dans des projets crypto, mais là, depuis le début du mois de juillet, voire même fin juin, c'est très très calme. Donc première levée de fonds que j'ai mis de côté, c'est Dakota. De ce que j'ai compris, c'est une sorte de plateforme qui vous permet d'avoir un compte bancaire. C'est pas vraiment un compte bancaire, mais c'est une sorte d'équivalent de compte bancaire avec des stablecoins. Ils ont levé 12,5 millions de dollars, pourquoi pas. Et on a Function BTC sur Twitter, qui permet de faire du yield a priori sur du BTC. Ah mais oui, c'est eux qui sont sur Mental et tout. Bah oui, c'est eux qui sont derrière le FBTC. Mais ça s'appelait pas autrement avant. Il me semble qu'ils avaient un autre nom que Function. Je m'en souviens plus. En tout cas, oui, c'est ceux qui sont derrière le FBTC. Maintenant que je vois Mental et tout dans les investisseurs, je fais le rapprochement. Je me rappelle qu'il y avait un système à points, il y avait un airdrop sur lequel spéculer autour du FBTC. On pouvait gagner des points pendant un moment si on allait faire de la DeFi autour de leur Bitcoin wrappé. Je sais pas s'ils ont un token ou pas depuis, mais ce serait à vérifier. Faudrait jeter un œil. Peut-être pas encore. Et là, le fait qu'ils aient levé 10 millions de dollars, ça annonce peut-être quelque chose. Comme d'habitude, après les levées de fonds, après les mauvaises nouvelles, la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins
moins rapidement et qui parle de DeFi évidemment, c'est dans le nom. On commence par une news assez intéressante du côté du LBTC de Lombard Finance. Le LBTC va devenir ce qu'on appelle un token yield bearing. En gros, le LBTC il va générer du rendement nativement, un petit peu comme le WSTETH de chez Lido. C'est quand même sexy, ça veut dire qu'on va avoir un collatéral qui génère des intérêts, même si c'est 1 ou 2% annualisé, c'est quand même mieux que 0%, parce que pour l'instant, même du BTC qui génère 0%, je suis prêt à le mettre en collatéral pour pouvoir emprunter des stablecoins et venir me leverager, comme on dit dans le milieu, venir faire un effet de levier, venir chercher du rendement sur ces stablecoins. Là, je suis pas contre choper un petit peu de rendement natif. Ils expliquent un petit peu plus bas comment ils vont chercher ça, mais je vous l'ai dit, si en allant apporter des liquidités à des choses comme le staking du côté de Babylone en dessous. On enchaîne avec Kamino Finance qui intègre, ça y est, ça faisait quelques temps qu'ils l'avaient teasé, ils intègrent les actions tokenisées de chez Xtox Finance. On les avait déjà retrouvés du côté de Radium, si je dis pas de bêtises, sur Solana, et ils ont commencé aussi à se faire un petit peu leur nid sur certains exchanges, Bybit il me semble notamment, et ben là on les retrouve sur Kamino. Ça veut dire qu'on peut mettre ce genre d'action en collatéral, emprunter des stablecoins par exemple et aller s'amuser à faire des boucles. On peut aussi éventuellement déposer des stablecoins pour qu'il y ait des gens qui puissent les emprunter. Bon, pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'utilisation de ce côté-là, déposer des stablecoins ça donne pas beaucoup d'intérêt. En plus, comme c'est vu comme du collatéral un peu dégène, on peut pas emprunter énormément par-dessus. Typiquement sur mes LBTC qui sont posés sur AAV, je sais plus ce que c'est ma LTV, mais je crois que c'est au moins 80%. Ça veut dire que pour 1000 $ de Bitcoin, je peux emprunter jusqu'à 800 $, grand maximum. Là, on va au mieux sur du 60%. Après, le fait que ce soit des actifs tokenisés, ça les rend plus risqués, donc c'est logique, et puis c'est récent, c'est plutôt nouveau, donc c'est logique que la LTV soit faible, mais disons qu'avec une LTV comme ça, je trouve que c'est pas encore hyper intéressant d'aller faire des boucles là-dessus, mais c'est cool que ce soit là. Ça apporte de la nouveauté, on va dire, sur la DeFi. Il n'y avait pas encore la possibilité de s'exposer déjà à des actions tokenisées comme ça, c'était pas hyper commun, et en plus maintenant pouvoir les déposer en collatéral, il me semble pas que ça existait ailleurs. On a JediSwap sur Starknet qui va fermer ses portes. Alors, tant que la blockchain Starknet existe, JediSwap existera, hein, parce que ce qui est lancé sur la blockchain reste sur la blockchain, mais l'interface du site ne sera plus accessible. Donc, si jamais, sait-on jamais, hein, si quelqu'un parmi vous a des liquidités sur JediSwap ou a oublié, le protocole va fermer, donc tant qu'à faire, si vous avez utilisé la blockchain Starknet, allez voir dans le doute si vous n'avez pas 5-10 balles qui traînent sur JediSwap parce que peut-être que vous aviez spéculé dessus pendant un moment, on sait jamais, peut-être qu'il y a une personne qui va regarder cette vidéo et qui va retrouver 2 $ sur JediSwap, mais voilà, c'est l'occasion d'aller voir. Le protocole ferme ses portes en quelque sorte le 31 juillet, en tout cas le protocole, l'interface du protocole ne sera plus accessible à partir de ce moment-là. Ensuite, on a Hyperliquid qui 2 jours d'affilée nous fait des ATH autour des Open Interest. Les Open Interest, c'est les positions ouvertes sur Hyperliquid. Et je pensais qu'il y a quelques mois, quand Hyperliquid avait atteint 5-6 millions d'Open Interest, qu'il avait atteint un petit peu son plafond, son plafond de verre, et force est de constater qu'il a pété son plafond de verre, puisque là, il nous a fait un nouvel ATH à 11,3 milliards d'Open Interest. On enchaîne avec Sonnet Biotherapeutics qui annonce une levée de 888 millions de $, et ils veulent essentiellement acheter du hype avec cet argent-là. Ça a été relayé par pas mal de médias. J'ai essayé de retrouver la news juste pour en parler, parce que certains l'ont relayé aussi, mais certains l'ont un petit peu omis, ce détail. Ça, c'est le graphique en tout cas de ce qu'on peut retrouver du côté de TradingView autour de Sonnet Biotherapeutics. Donc ça commence en 2006 a priori, et en 2006, je sais pas exactement comment c'est possible, mais cette holdings, une part de cette holding, c'était 9 millions de $. Donc je sais pas combien il y avait de parts au début, il devait pas y en avoir beaucoup. Donc j'imagine que si son prix a diminué avec le temps, c'est qu'ils ont dû diluer la quantité de parts de la holding, parce que je vois pas dans quel monde un stocks peut passer de 9 millions de $
a littéralement, il y a pas si longtemps, attendez, je vais revenir dans le présent, tac, 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 a littéralement, ça descend encore, attendez, on y est presque, a littéralement 1 $. C'est pas possible, hein, divisé par 9 millions. Quand on regarde le graphique, ça fait que diminuer, mais je pense que ça peut s'expliquer par le fait qu'ils ont dû splitter, donc agrandir le nombre de parts au fil du temps. Ce qui est pas forcément une bonne stratégie, je pense, parce que graphiquement, ça fait un truc complètement absurde, complètement dégueu, qui fait que diminuer, mais ça veut pas dire que les gens qui étaient exposés à ça ont forcément perdu de l'argent. C'est plus compliqué que ça. En tout cas, la tronche du truc, ça donne pas envie de spéculer dessus. Mais il s'est passé un truc, il s'est passé quelque chose depuis cette annonce autour de Hype. Il y a eu une explosion de sonnées j'allais dire du token, c'est pas un token, mais de l'action. Elle est passée de 1 $ à quasiment 20 $ en quelques jours. Mais bon, c'est déjà vite redescendu, hein. C'est déjà à 9 $ et des poussières, donc c'était surtout un effet d'annonce. Pour le coup, c'est une news ni positive ni négative du côté du token Hype en fait. C'est positif pour ceux qui sont exposés au Hype, je pense, parce que ça veut dire qu'il va y avoir une petite pression acheteuse sur le token, hein, c'est toujours ça de prix, mais je pense que ça s'arrête là, au niveau de cette news, au niveau de l'interprétation qu'on peut en avoir. On a la pré-sale du token de Pump.Fun qui s'est terminée en à peine 12 minutes, ils ont levé 500 millions de $ en seulement 12 minutes, donc c'est parti très très vite. C'était très attendu comme événement. J'ai pas du tout pris position sur le token Pump, ni à la baisse ni à la hausse, ça m'intéresse pas particulièrement. Je suis quand même curieux de voir l'action de prix dans les premières semaines. Je pense que ça peut, alors c'est pas sûr pour l'instant, mais ça peut être un indicateur de tendance un petit peu sur le marché, sur le côté un peu plus dégène du marché. Donc je vais regarder. C'est pas sûr que ce soit pertinent à suivre, mais bon, je vais attendre qu'il se passe quelques jours, qu'il se passe voire peut-être même quelques semaines, et s'il y a quelque chose à dire, s'il y a une conclusion à en tirer de l'action de prix du token Pump, on reviendra dessus. Mais j'ai quand même la sensation que c'était le dernier moyen de la part de l'équipe de se faire un bon gros billet fastoche. Parce que c'est bien d'aller dumper du Solana de temps en temps, mais là du coup, si on peut rentrer 500 millions de $, ouais, c'est pas mal du tout. Honnêtement, Pump.Fun, ça fait partie de ceux qui ont très bien réussi leur cycle. Et c'est un truc que j'ai dit dans une autre vidéo, mais ce cycle crypto, en fait, on se rend pas compte, mais on est dans un giga bull run. C'est juste que c'est pas le bull run des particuliers. Vraiment, le particulier, il est laissé sur le côté. Quand on voit des boîtes comme Tether, Circle qui a réussi aussi à bien remonter la pente, mais Tether, c'est juste incroyable. Ils sont à 150 milliards de market cap. C'est complètement absurde du côté de Tether, et c'est ce genre de boîte en fait qui gagne sur ce cycle, et c'est des trucs sur lesquels on peut pas vraiment spéculer en tant qu'investisseur lambda. Petit big up à Alakazou parce que c'est lui qui l'a partagé sur Discord juste avant que je lance le live. J'avais pas vu que c'était passé. On a le Super Stacks du côté d'Optimism qui est terminé. Donc si jamais vous avez farmé sur le Super Stacks, allez récupérer vos tokens OP. Il me semblait que j'étais dans le top, je crois que c'était le top 10 000 ou top 12 000, il fallait être dans ces eaux-là. Il me semblait que j'étais dedans, et a priori, bah, je ne suis pas dedans, je ne suis pas éligible au Super Stacks. Bon, c'était pas sur cette adresse-là, c'était sur l'adresse dégène de la chaîne YouTube. J'avais des stablecoins qui traînaient, j'avais posé des USDT sur Sake Finance, sur la blockchain Sonium, ça faisait partie du Super Stacks, et un petit peu déçu parce que je pensais que j'étais qualifié. Bon, au final, je suis pas qualifié, tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, s'il y en a qui ont touché le Super Stacks, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Me dites pas nécessairement combien vous avez touché en token OP, mais est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Ça me donnera un petit peu la température sur l'événement, si j'ai bien fait de passer à côté ou pas. D'ailleurs, dans les choses à réclamer, il y a aussi du côté d'Etherlink, les pommes. Vous vous rappelez des pommes? J'en avais farmé de mon côté, je sais même pas si j'ai été les réclamer. Attendez, je vais vérifier si j'ai réclamé, parce que c'est bien de faire un petit peu la leçon et tout, mais j'ai pas réclamé mes pommes, donc je vais laisser l'onglet ouvert de côté, je vais aller réclamer mes pommes. Pensez à bien récupérer vos pommes, et ensuite les récompenses, vous avez 6 mois pour les récupérer. Donc les pommes c'est primordial, c'est le dernier jour normalement par rapport à quand la vidéo sera sortie sur YouTube. Vous avez le lien dans la description, n'oubliez pas, faites pas comme moi. Je vais aller réclamer mes pommes, vous en faites pas pour moi, mais
Si vous avez le temps là, si vous avez 5 minutes devant vous quand même, allez réclamer vos pommes, ce serait dommage de passer à côté si vous avez farmé sur Etherlink. Et autre truc à dire par rapport aux pommes, par rapport à Etherlink, c'est qu'ils vont lancer une saison 2, on va pouvoir aussi farmer des pommes, sauf que ce sera moins intéressant sur la saison 2, ce sera 20% de récompenses qu'on pourra réclamer tout de suite, et 80% de récompenses qui seront vestées sur 6 mois. C'est un peu long, mais bon, c'est le jeu, ça se passe de plus en plus comme ça sur la DeFi. Heureusement, malheureusement, je saurais pas trop dire. C'est plutôt logique. On enchaîne avec un petit point airdrop pour terminer cette vidéo. On commence par Hyperion sur la blockchain Aptos. Pour ceux qui me suivent un petit peu en ce moment, je parle pas mal de momentum sur la blockchain Sui. C'est un petit peu l'équivalent en moins bien, en clairement moins bien. Ils ont alloué 5% de leur airdrop, 5% pardon de la supply du token pour l'airdrop, ce qui est plutôt ridicule. Je l'ai farmé un petit peu tard de mon côté et même si j'avais mis un peu de liquidité, bah j'ai pas été éligible. Tant pis, je pense pas que je passe à côté de grand chose. Ensuite, on a Chainbase. J'ai pas du tout suivi, je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu passer, je l'ai vu relayer. Si jamais vous avez farmé de ce côté-là, il y a un checker, on peut aller voir si on est éligible. Et il y avait un autre projet qui avait fait ça, je me rappelle plus de quel projet c'était. Je crois qu'il y avait Pell Network, il me semble que c'était Pell Network et peut-être un autre encore qui avait fait une sorte d'exclusivité où ceux qui avaient le wallet OKX ils pouvaient récupérer leur airdrop en premier avec même un bonus il me semble et ceux qui utilisent Rabbi, Metamask, tous les autres wallets y passeront après. Je trouve ça complètement absurde, mais c'est du marketing. C'est du marketing, c'est triste à dire, mais on va voir ce genre de choses arriver de plus en plus souvent. Sur la DeFi, de temps en temps, on voit des protocoles qui donnent des intérêts bonus uniquement aux utilisateurs de Binance Wallet, de OKX Wallet. Sur la blockchain Base aussi, on a des avantages pour ceux qui payent l'abonnement Coinbase One. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis pas fan de ce genre de modèle, mais bon, pour le coup, c'est quelque chose qui est hérité un petit peu du monde Web 2 qui vient sur le Web 3. Parce que souvent on aime bien dire que la crypto c'est le futur, que c'est trop bien, que ça va influencer, que le Web 2 va évoluer, que ça va devenir le Web 3, mais vous inquiétez pas que sur certains points le Web 3 c'est aussi s'inspirer du Web 2. On a des updates a priori du côté de l'INEA, c'est incroyable. Alors il y en a souvent, c'est souvent aussi très peu intéressant, mais bon, j'en parle jamais, donc pour une fois j'ai envie de relayer le post de Cryptomage. Donc 50 234e update sur l'INEA, les tokenomics et les détails de la gouvernance seront publiés à la fin du mois. Pas le TGE, par contre on sait pas quand le token arrivera. Le checker pour l'airdrop avec les critères d'éligibilité sera partagé quelques jours avant le lancement du token. Ok, cool. La date du TGE dépend de facteurs externes, comme d'habitude. Le ticker est bien l'INEA. SBET, c'est juste des copains. Voilà, donc en vrai, ça nous apprend pas grand chose du côté de l'INEA, mais bon, on aura quand même des petits détails à la fin du mois autour de la gouvernance. C'est pas ce qui intéresse le plus, mais on peut peut-être espérer que ça arrivera sur cette année. J'ai très peu farmé sur l'INEA, je pense pas être éligible à quoi que ce soit, mais je sais que parmi vous, il y en a qui sont un peu plus investis sur l'INEA et bah c'est comme ça, des fois il y a des coups où on réussit, il y a des coups où on réussit moins, et l'INEA je pense que c'était un coup moins terrible. Après je sais pas comment ils vont se débrouiller, comment ils vont faire leur tambouille, peut-être que pour certaines personnes ce sera incroyable, j'en sais rien. On a le claim d'Eclipse qui commence le 16 juillet, il sera listé sur les échanges centralisés à 10h UTC, ça donne midi en France je crois. Donc à peu près quand la vidéo sortira, voilà, vous allez pouvoir dumper vos tokens, le token sera lancé d'ailleurs sur la blockchain Eclipse, sur Ethereum et sur Solana, donc vous aurez l'embarras du choix a priori. Et pour terminer, alors c'est pas du tout par rapport aux airdrops, mais c'est un projet que je suis, et j'ai hâte surtout de l'avoir entre les mains, c'est SuiPlay, voilà, la console de Sui. Ça tease encore l'envoi des consoles, de ce que j'ai compris ce sera vraiment à la fin de l'été, au mois de septembre, donc on a encore un petit peu le temps d'attendre, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Sui qui essaye de faire une sorte de concurrent au Steam Deck, hâte de vous faire un retour sur tout ça. En tout cas c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.